Bon, ben, bonjour à tous, donc je suis Jean-Michel Planche. On va revenir à du plus classique, comme tu le disais, et on va contrôler la qualité d'expérience. Et j'ai beaucoup apprécié le titre, et merci de l'opportunité de vous présenter un peu ce que nous pensons du sujet, de la QoS et de la QoE. J'adorais le titre, double nécessité ou double peine. Ça veut dire quand même que c'est chargé d'émotions, toute cette affaire-là. Nous serons deux à vous présenter un petit peu tous ces sujets-là. Donc, je suis Jean-Michel Planche. Vous m'avez peut-être connu dans une vie précédente où j'ai participé à la révolution Internet, puisque dès 89, on a participé à la mise en place de ce grand réseau au travers de quelque chose qui s'appelait Olean. Donc on est un peu dans l'environnement IP, on est plutôt user-centric, et dans la technologie on est un peu techos quoi, chez nous. On a aussi vécu une deuxième révolution qui était à partir de 2004, on va dire l'IPTV, où pour moi il n'y avait pas forcément une énorme révolution autant que user-centric, mais pour les gens de la télévision c'était quelque chose d'assez extraordinaire puisqu'ils arrivaient à faire de la télévision, enfin de l'image animée sur des tuyaux IP. Bon, pour nous, que l'IPTV ou de la VOIP ou tout ce que vous voulez, c'était pas un truc extraordinaire. Par contre, en 2007, il s'est passé une révolution. Entre 2007 et 2010. Est-ce que vous voyez ce dont je veux parler? On a eu l'iPhone, on a eu l'iPad, on a eu HLS. Alors malheureusement, Damnet, c'est la même société qui vous a fourni tout ça. Mais là, on commence à rentrer dans un machin de plus en plus user-centric. Et là, on amène effectivement du disruptif au niveau de l'audiovisuel, au niveau de la télévision. Parce que pour moi, la problématique, c'est pas d'amener la télévision sur ces sujets-là. C'est comment j'invente une nouvelle expérience audiovisuelle en utilisant ce savoir-faire et cette puissance de user-centric et comment j'améliore tous ces sujets-là. Quand on voit aujourd'hui des gens comme HBO, des gens comme Netflix, des gens comme Google avec YouTube qui réinventent des sujets, ils ont bien compris l'IP. Ils ne sont pas en train de se dire on va essayer de faire de l'IPTV, c'est plus du frame relay, c'est plus de l'herdien, c'est autre chose. C'est autre chose dont on est en train de parler. Et ça, cette révolution, elle est extraordinaire puisqu'on ne parle plus dans ce monde de flux, on ne parle plus trop de broadcast, même si encore ça existe. Pour moi, je vais parler beaucoup plus de transactions. Et ça tombe bien, parce que la transaction, pour moi, dans ce monde-là, c'est l'un des moyens peut-être les plus efficaces pour recréer de la valeur. On en reparlera. Donc, 2007, cette révolution, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. D'abord, il y a une profusion de devices. Avant, on était dans un environnement assez homogène, très network-centric. L'intelligence, elle est plutôt dans la chaîne de télé. Le poste de télé est complètement stupide, comme un Minitel. L'intelligence, elle était dans le serveur, elle n'était pas franchement dans le device. Aujourd'hui, il y a plein de... que le reste n'est pas intelligent. Il y a beaucoup de gens qui font de la télévision traditionnelle ou des équipementiers. Alors, ce que je vous disais, c'est qu'on voit des environnements assez étonnants. Ça, c'est un peu une sorte de petit panégyrique rapide de l'ensemble de nos clients à l'échelle internationale. On voit à peu près de tout, et c'est extraordinaire. On est présent sur 3 plaques différentes, Asie, Europe et puis Amérique. Et les cas des câbleaux aux États-Unis, c'est pas les mêmes que les cas des câbleaux en Europe. L'Europe même, c'est pas la même chose, l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, voire même plus bas encore. Il y a vraiment des cas de figure tout à fait différents. Et dans tout cet univers-là, on s'aperçoit qu'il y a quand même un commun dénominateur. Au départ, effectivement, les gens sont très audiovisuels, sont très qualité intrinsèque, sont très qualité de service, etc., etc. Et de plus en plus, plus on avance, plus aujourd'hui, d'abord, l'OTT ne peut plus être dénigré ou ne peut plus être, c'est un gadget. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Et surtout, on parle de plus en plus de qualité d'expérience. C'était Chambers de Cisco qui disait « All about user experience ». On y est en plein quelque part. Effectivement, il faut que ça fonctionne. Et quand vous êtes dans certains pays, vous branchez votre application, vous connaissez tous iPlayer, vous connaissez tous les expériences d'HBO, toutes ces choses-là. Ça fonctionne assez étonnamment. Alors, quels sont les problèmes auxquels on a voulu s'attaquer? On ne vient pas du monde des équipementiers. Donc, on n'a pas voulu révolutionner la QoS. On vient d'un monde d'opérateurs et d'un monde d'opérateurs de services. On est comme vous à la base. On avait à délivrer des services IP pour le plus grand nombre. Donc, la QoS, on en a bouffé. On a adoré, d'ailleurs, parce que c'était un des moyens extraordinaires de montrer à notre client les efforts qu'on faisait pour eux. Mais ce n'était pas suffisant. Montrer des espèces de... Et je dénigre pas, mais montrer un timbre-poste dans lequel il y a une courbe qui s'agite frénétiquement, c'est pas super sexy. Et pour un opérateur, être perçu par un client, c'est quelque chose d'important. Et si on est perçu, il y a généralement 2 moments où on est perçu par un client et c'est pas extraordinaire. C'est quand on lui envoie une facture
Il y a quand même d'autres moyens plus intéressants. Et quand on a une panne. On a essayé de trouver des moyens d'être perçu un petit peu autrement et on a beaucoup investi à l'époque d'Oléane sur la QoS, sur comment montrer aux gens le rapport qualité-prix, les efforts qu'on faisait pour lui, etc., etc. Et on a toujours jugé que ce n'était pas suffisant. Il y avait des tas de choses à faire et on avait besoin de contrôler ce qu'on était en train de délivrer. Mais mieux que ça, dans un environnement où on s'est aperçu assez vite qu'on ne contrôlait pas tout de bout en bout, il y a toujours un moyen ou un moment où il faut passer la main à quelqu'un, il faut faire confiance à quelqu'un. Il fallait s'élever du contrôle. À la limite, il fallait presque accepter de perdre le contrôle pour retrouver autre chose. Et cette autre chose, c'est la maîtrise. Comment arriver à maîtriser quelque chose dans un univers où on ne contrôle plus rien? C'est ce qu'on a voulu essayer modestement d'apporter une réponse. Et pour moi, ça passe par quelque chose d'important, c'est déjà savoir proactivement. Et ce que, à l'époque, j'avais demandé aux ingés chez nous, c'était, c'est super la QoS, c'est super la data, on en a des milliards de données, on peut faire des stats intéressantes, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure, sauf que c'est toujours la loi de Murphy, hein, quand on veut de la donnée ou l'information importante, on ne l'a jamais au moment où on veut. Et pour moi, il y avait 3 données importantes que je voulais avoir, juste 3. Premièrement, je voulais savoir avant mes clients que ça allait être en panne ou quand c'était en panne. Je voulais pouvoir les prévenir avant, je voulais pouvoir proactivement agir. Donc je voulais savoir avant, ou au même moment à la limite, mais pas après. Je déteste être prévenu par un client quand on est en panne. Ça, c'était la première chose, c'était un travail sur la disponibilité. Le deuxième facteur, c'était la performance. Je vais vous le faire très simple. Je voulais savoir si demain, ou plutôt si aujourd'hui est meilleur qu'hier. En gros, je ne sais pas tous ces trucs-là. Il y a plein d'ingés, vous en faites partie, qui sont 1000 fois plus efficaces que moi à titre individuel pour comprendre comment améliorer son maillon. Mais je voulais savoir si globalement, quand quelqu'un introduisait une amélioration, si la chaîne n'allait pas être complètement perturbée. Je voulais contrôler l'interdomaine responsibilities. Je voulais contrôler les effets de bord. Je voulais empiriquement savoir ce qui se passe. Et c'est ce qu'on fait dans l'IP. Je suppose qu'ici, il y a des gens qui ont déjà fait un ping. Il y a des gens qui ont fait du trace-route. C'est bien ça. Quand je te demande, Edouard, ça va? Je suis en mode trace-route, je suis en mode ping, je suis en train de lui demander quelque chose et s'il me répond, là, je vais agir, je me dis qu'il va pas bien. C'est pareil, je ne vais pas lui mettre une sonde à Edouard pour savoir s'il va pas bien. Je ne vais pas lui mettre un thermomètre où je pense pour savoir s'il va pas bien. Je vais regarder en étant actif comment il se comporte et je vais essayer de modéliser ça. Et bien, sur le contrôle de la performance, c'est ce qu'on voulait faire. Et il y a une troisième chose qui m'intéressait aussi, c'était de savoir si on délivrait le bon service. Parce que si vous faites un virement bancaire à 1-0 près, ça peut très mal se passer. Si vous faites de la vidéo toute crapie, toute pourrie, avec du blockiness partout, du jerkiness, on n'en peut plus, c'est pas bon non plus. Mais voire même si vous délivrez le mauvais service, le mauvais contenu, c'est pas bon non plus. Donc c'était juste ces 3 choses. Pourquoi? D'abord pour recréer de la cohésion. Je déteste le SLA. Je vais être honnête avec vous, je vais vous avouer un truc, parce que généralement, c'est fait pour taper sur quelqu'un. C'est pas fait pour se mettre autour d'une table et se dire bon bah tiens ça je peux faire quelque chose parce que je vois bien ce que je pourrais avancer, ce que je pourrais faire, comment je pourrais améliorer. Donc je voulais avoir une sorte de métrique, de méthode pour arriver à recréer de la cohésion. Deuxièmement, je voulais aussi avoir un système qui nous permette de savoir où on met la priorité. Est-ce qu'on la met sur le CDN? Est-ce qu'on la met sur l'application? Est-ce qu'on la met sur les encodeurs? Est-ce qu'on la met... À un moment donné, il faut quand même prendre le problème par un bout quoi, et commencer à avancer. Ça me rappelle toujours la qualité dans la vidéo, mais dans la qualité partout. Ça me rappelle, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a très longtemps, c'était sur Canal, je crois qu'on peut en parler ici hein, quand même, il n'y a pas de problème. Il y avait les guignols de l'info, il y avait Christine Bravo, sa marionnette, vous vous souvenez, et qui s'agitait frénétiquement aussi, comme les courbes. Et il y avait une grosse main qui arrivait, qui lui fait une claque. Et là, elle se calmait, elle ne bougeait plus. C'est pareil. À un moment donné, face à toutes les sollicitations, face à tous les vendeurs qui arrivent et qui vous disent « mais moi j'ai mieux, moi j'ai une meilleure solution, moi j'encode mieux, moi il faut faire ci, il faut faire ça ». À un moment, c'est quoi le meilleur? C'est qui le meilleur? Pourquoi c'est le meilleur? Quand est-ce que c'est le meilleur? Répondre à des questions très simples, jouer un truc très simple. On s'est dit « mais bon sang, mais c'est bien sûr, what is the best ?» What is the best? Je vous le refais. W-I-T-B-E. What is the best would be. C'est-à-dire qu'on a créé une techno pour nous répondre à des questions simples. Qu'est-ce que c'est? What is the best? Where is the best? Why is the best? When is the best? C'est-à-dire essayer de comprendre quelque chose dans un univers où il y a toujours plus de services, toujours plus d'utilisateurs, toujours plus d'applications, plus d'interfaces, puisqu'aujourd'hui la clé c'est l'interface. Hein. On parle toujours content is king. Ouais, ok, mais c'est de l'interface dont on parle aussi quelque part. Et tout ça toujours plus vite. Alors comment on a adressé le problème? Au départ, on a fait comme tout le monde, plus de données. Bah ouais, il en faut d'autres. Et au départ, on était en mode double peine de ce que tu dis dans ton titre. Bah ouais, hein, faut travailler plus. Hein.
Ah, les gars, vous avez des problèmes, vous avez qu'à travailler plus. Ouais, mais il y a 24 heures dans la journée, j'ai qu'un cerveau et j'ai 2 bras. On peut peut-être essayer de travailler mieux. Alors c'est ce qu'on s'est dit, on va essayer de travailler mieux. Ça ne veut pas dire qu'on travaillait mal, mais ça veut dire que essayer de se dire, le problème n'est pas d'arriver avec plus de complexité pour gérer plus de données, mais plus de données pour gérer l'information. C'est plutôt ici. Je bouge plus. D'accord, je bouge plus. Ah ouais, le son est bien meilleur. Et là, on a découvert un truc très étonnant. Il y a un monsieur Makoff qui a fait des tas d'études là-dessus. Il y a une grosse différence fondamentale entre de la data et de l'information, entre de la donnée et de l'information. La donnée, c'est pas de l'information. Je vous prends toujours un exemple, toujours empiriquement, et après on rentrera vraiment dans la technique avec Johan. C'était un journaliste qui posait la question à Jeff Bezos en lui demandant, le patron d'Amazon, mais c'est quoi votre métier? Je comprends pas. Un jour, vous me dites que vous vendez des disques, un lendemain, c'est des chaussures, après-demain, c'est peut-être du fresh. Qu'est-ce que c'est votre métier? C'est quoi? Vous vendez quoi? Et Jeff Bezos a dit, non, mon métier, c'est pas de vendre. Vous vous souvenez ce qu'il a dit? Mon métier, c'est même pas de livrer. Mon métier, c'est de créer du lien. Et là, waouh, moi, ça m'a fait tilt, ce truc-là. Bah ouais, dans la data, il n'y a pas d'intelligence. Vous pouvez accumuler toutes les stats, tous les machins de QoS dans tous les sens, il n'y a pas d'intelligence parce que la data a perdu son contexte. Là où on commence à faire des choses très sympas, c'est quand on commence à faire du lien dans la donnée. Et des données reliées avec du contexte, avec de l'usage, va nous permettre de travailler de l'information. Et de l'information, on va passer à la connaissance. Alors tout ça, c'est très théorisé. Hein. Je vous engage à regarder Makoff, les cycles de Makoff, toutes ces choses-là. C'est DKIW, Data, Information, Knowledge, Wisdom. Pour atteindre la sagesse, il faut arriver, c'est une pyramide, il faut monter en puissance sur différentes choses. Et la première des choses, de la data, il faut enlever du bruit. Et le problème dans la QoS, c'est qu'on a énormément de bruit. Et ensuite, derrière, il faut différencier, il faut augmenter la valeur ajoutée et le sens qu'on a dans les données pour pouvoir arriver à trouver de l'information utile là-dedans, pour pouvoir trier, pour pouvoir avoir des tendances, pour pouvoir faire de la corrélation, pour pouvoir faire plein de choses. Une fois qu'on prend le problème comme ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Mais qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'en revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va regarder? On va essayer d'être au moins aussi intelligent que Madame Michu, ou tout au moins on va essayer de voir au moins la même chose que Madame Michu, mais au lieu de le voir au travers de ses yeux qui sont infiniment subjectifs, on va essayer de le voir avec un cerveau d'ingénieur. C'est un pari, hein, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc le problème de Madame Michu et le problème de l'ingénieur, c'est le même, c'est parce qu'elle est bolle. Ça ne marche pas 24 heures sur 24. On ne connaît pas le contexte. Un jour, ça peut être ronchon. Un jour, ça peut payer, pas payer le service et être content ou pas content. C'est pas fiable. Si on est dans une espèce de capacité à reproduire des interactions vraies dans un réseau, on va pouvoir mieux mesurer la qualité qu'on délivre réellement. Et là, on arrive sur un phénomène très intéressant, c'est le référentiel. Et dans le référentiel, pour moi, c'est tout. C'est la capacité à mesurer un service délivré. Vous savez, quand vous étiez à l'école, et quand j'étais à l'école aussi, c'était pareil, généralement, avant de s'attaquer à un problème de physique, et pour moi, les réseaux et ce dont on parle ici, ce ne sont pas des maths, c'est de la physique. Avant de s'attaquer à un problème, on nous disait, mais sortez pas les équations, hein. C'est déjà expliqué dans quel référentiel vous êtes. Et dans le monde de la QoS, de la QoE, dans tout ce que vous pouvez imaginer, on n'a pas de référentiel. Le référentiel, c'est un truc un peu bizarre. Alors un jour, ça va être une sonde. Un autre jour, pour quelqu'un d'autre, ça va être un flux. Pour une autre, c'est des assets. Pour une autre, ça va être un encodeur et une capacité à faire un certain travail. C'est pas évident. Et alors, quand vous mettez en face, parce que c'est bien de ça dont on parle, ce qu'on fait, c'est quand même pour servir à quelque chose. Quand vous mettez quelqu'un de la technique, quelqu'un du marketing, quelqu'un du business, quelqu'un de la direction générale ensemble, et quelqu'un des services clients, par exemple, c'est la guerre. C'est normal. Chacun voit des choses différentes. Vous savez, c'est la différence entre l'opinion et le point de vue. Vous êtes là, on a tous, par rapport à moi, vous avez tous un certain point de vue qui va vous forger une opinion. Vous avez N points de vue. Tout ça pour converger vers ce que je suis véritablement, c'est pas du tout évident. C'est pas du tout simple que ce que vous percevez de moi, ce soit ce que je sois réellement. C'est pareil avec vos services. Sauf que là, on se comprend parce qu'on est sur un référentiel Terre. À la limite, si je vous dis que je suis en train de rouler à 100 km/h, vous me comprenez. Vous comprenez bien que le référentiel, c'est la Terre. Mais si j'étais sur Mars ou si j'étais sur la Lune, on ne se comprendrait plus. C'est ce que vous voyez avec les GPS. Les GPS, ça marche parce que le référentiel, c'est les étoiles. S'il n'y a pas de référentiel, un GPS, il est complètement inutile.
Et nous, notre réponse à cette chose-là, c'est qu'avant, derrière, de mesurer quelque chose, avant d'essayer d'améliorer des choses, si on en revient à la notion de référentiel, on va pouvoir arriver à mieux comprendre, mieux trier des problématiques d'interdomaine, mieux trier les problématiques de bon grain et d'ivraie, et mieux voir des évolutions. Et je passe la parole à Johan pour justement vous expliquer comment on traite ce référentiel et qu'est-ce qu'on peut en faire après derrière. Alors, pour la partie vidéo, effectivement, on est passé de quelque chose où on envoie de la vidéo, que ce soit en IPTV, IP multicast ou sur la partie broadcast, le satellite, on a des flux vidéo qui sont broadcastés et des gens qui les reçoivent. Ici, on a besoin de réaliser des transactions, qu'on fasse du time shifting, de l'EPG, on va à chaque fois interagir avec la plateforme. Et sur la partie OTT, même quand on fait du live, on va faire de l'interaction. Donc on a pris une solution simple, on a pris des robots qui vont faire des interactions. Donc ça, c'est le dernier modèle. Il est un peu plus petit. Non, plus sérieusement, ce sont des équipements qui vont être placés à des points stratégiques du réseau pour vérifier les domaines de responsabilité, mais tout en réalisant les transactions comme le fait le point d'après. Donc par exemple, sur la tête de réseau, avant de vérifier si pour chaque utilisateur ça va fonctionner, il faut vérifier est-ce que ce que je délivre sur la tête de réseau c'est correct. Mais est-ce que c'est correct quand je réalise la transaction? Puisque sur un flux live en fait en OTT, ça n'a pas d'existence. C'est des chunks qui sont rafraîchis suffisamment régulièrement. Si on a du time shifting, c'est juste les vieux chunks qu'on va récupérer. Et le flux live, ça veut juste dire est-ce que le manifeste est rafraîchi? Donc là, on réalise la transaction et on va vérifier est-ce que j'ai bien le manifeste, est-ce qu'il est correctement rafraîchi, est-ce qu'il est intègre, est-ce que j'ai tous les profils, est-ce que j'ai les sous-titres, si je suis censé avoir du français en première langue, est-ce que c'est bien du français, et est-ce que tous les contenus qui sont décrits dans mon manifeste, les différentes pistes, sont bien présents. Et sur le time shifting, est-ce que les 4 heures précédentes sont bien présentes? Est-ce que tout ce qu'on est censé pouvoir réaliser comme transaction, donc que le CDN va faire, peut être réalisé, avec tout ce que ça implique. Les caches qu'on va mettre en frontal, le load balancer qui est censé se débrouiller pour passer entre la plateforme active et passive, et la même chose vers le CDN, puisque tous les problèmes qu'on voit à gauche, on peut les voir à droite. Des chunks manquants, soit ça vient de la partie post-packager, soit ça vient de la partie CDN. Et ça peut se voir déjà de manière globale et après de manière géographique. Donc ça, c'est déjà s'assurer plutôt sur la couche QoS. On n'est pas encore vraiment sur comment c'est visuellement, mais au moins vérifier que ce qu'on est censé délivrer est délivré correctement. Après, sur la partie vraiment QoE, comment est perçu le service, on n'a pas trouvé d'autre moyen que de vraiment utiliser. Donc on a physiquement un device qui est connecté à un robot. Donc ce sont des vrais iPhones ou des set-top box ou des Apple TV. Et on le contrôle, on vérifie combien de temps ça met à se lancer, à se loguer, à charger, et quels sont le type d'écran d'erreur qu'on va pouvoir avoir. Donc là, il y en a un, j'ai enlevé le logo, comme ça on ne le reconnaît pas du tout. C'est vraiment des écrans d'erreur qui apparaissent. Donc on va placer des robots qui vont faire la même chose tout le temps. Toutes les 5 minutes, ils vont mesurer le service, réaliser la transaction, se loguer sur l'application, vérifier qu'on peut se loguer, qu'on a bien le plan de service qui est récupéré, qu'on peut lancer une chaîne, que la chaîne se lance en combien de temps, en incluant tout ce qui était DRM, authentification, autorisation, descrambling, décodage par le device, toute la partie optimisation, routage de CDN, tout ce qui fait qu'à la fin ça marche, en le voyant avec des temps en secondes ou des informations type écran noir, absence de son ou écran d'erreur. Donc ça c'était vraiment la partie un peu explication, mais un exemple. Un test sur iPad. La question c'est est-ce que de la QoS on peut déterminer la QoE? Sur la partie IPTV, la réponse intuitivement était rapidement non. On peut avoir des paires de paquets, on met du fake, ça peut, en fonction de quel paquet on perd, on arrive à les corriger, parfois non, on rajoute de la retransmission. Au final, c'est quand même un sacré bazar pour dire à la fin est-ce que j'ai de la qualité ou pas. Sur la partie OTT, c'est génial, on transfère tout en TCP, HTTP, donc quand ça arrive entier. La question est juste de savoir est-ce que j'ai mon chunk en temps pour que le player le lise ou non. Sauf que ce qu'on a pu voir, c'est que même dans ces conditions, on prend un iPad sur un Wi-Fi dans un environnement idéal, on se retrouve avec, dans ce cas-là, donc c'était une application en Allemagne,
La première chaîne, on met 5 secondes à zapper, et la deuxième chaîne, sur la même application, 1 seconde. On creuse un peu, et même sur la première chaîne, 5 secondes dans 80%, dans certains contextes, sur le live, où on avait des temps d'attente complètement imputables à la plateforme de service de 9 secondes, où il ne se passait rien. Pas de chargement, pas de transaction réseau, c'était vraiment du temps d'attente pour tout le monde. Là, c'est vraiment pour illustrer le fait que même en OTT, on a l'impression que c'est complètement déterministe, il suffit de mesurer le bitrate et le rebuffering. En fait, pas vraiment. Et là, c'était avant l'instanciation du player. Donc, si on utilise le player pour dire je mesure le temps entre j'instancie le player et j'ai la vidéo qui démarre, ce type de temps d'attente ne sera pas vu. Deuxième chose, même si... Donc là, je suis plus live, merci. Non, mais ça me rassure, je suis un petit peu plus détendu maintenant. Deuxième exemple assez marrant, en fait, c'était un article qui disait pourquoi on ne peut pas savoir sur Internet pourquoi Netflix ne marche pas. Là, on a une sous-partie de la solution qui est assez marrante, qui va réaliser des mesures au travers des ISP. Donc là, c'est comporté comme un player, et on va utiliser tous les mécanismes d'optimisation mis en place par les CDN. Donc le redirector, on se retrouve sur le bon nœud, un edge cache qui est au bon endroit. Au final, on est dans des très bonnes configurations. Donc on met ce type de robot derrière des accès haut débit, très haut débit. Et là, en l'occurrence, le test avait été réalisé derrière un accès fibre. Fibre Néo Télécom, la fibre 1 giga qui arrive derrière un très bon réseau. Et ce qu'on voit comme résultat, en haut la courbe de performance, donc combien de temps je mets à télécharger mes 3 profils. J'ai mis une ligne rouge à titre indicatif. Si on dépasse la ligne rouge, on n'est plus capable d'avoir le haut profil. Alors qu'on est sur un accès 100 mégabits garantie avec des bursts à 1 gigabit. En même temps qu'on va réaliser ces mesures de performance, donc combien de temps je mets à charger chacun des profils, on va faire des tests actifs de qualité du réseau. Donc on va mesurer par où on passe, l'équivalent d'un traceroute, mais en TCP sur le port 80, et pour chacun des nœuds, mesurer le délai, les pertes de paquets, le nombre de sauts et la symétrie du routage, ce qui permet d'avoir un indice de qualité de quelle est la santé du réseau au moment où je suis en train de faire le test et par où je passe. Donc ici, c'est cette information qu'on a en bas. Ok. Ouais, effectivement, il vous manque la partie droite. Bon, là, ce sont les profils en jaune le plus bas, vers le moyen, et puis en rouge, le profil le plus élevé. Donc en même temps, on fait des mesures du routage. Donc si je zoome sur une partie, j'ai les différentes routes qui ont été utilisées au cours du temps pour ce test. Si je prends toute la journée, là j'ai mes routes, toutes les routes qui ont été utilisées pour accéder au nœud. Donc à gauche le robot, un seul robot, et à droite tous les nœuds chez Level 3 qui ont été utilisés au cours de la journée pour délivrer les flux. Avec les informations des AS, donc on voit qu'on est passé par Néo Télécom, ensuite Open Transit, et derrière Level 3. Level 3 qui, pour ce client, a uniquement des caches off-net. Tous les caches qui servent à délivrer les flux sont sur le réseau Level 3. On va voir, ce n'est pas le cas forcément pour tous les fournisseurs de CDN. Et quelque chose d'assez marrant, c'est qu'on est capable de grapher le délai induit par le nœud. Et là, on voit directement qu'on a une contention entre Open Transit et Level 3. Maintenant, c'est peut-être juste parce que Level 3 aux États-Unis, on a une transatlantique, donc c'est normal d'avoir un délai élevé, ça n'a aucun lien avec les problèmes de performance. Donc on a la possibilité de filtrer avant le problème de performance, on voit qu'il y a quand même un peu de délai. Et ensuite, quand on se dirige vers la zone de problème de performance, on voit que le délai augmente et c'est directement lié. Donc là, on est capable de dire de manière sûre le problème de performance que j'avais lu alors que j'ai un accès 100 mégabits, c'était dû à l'interco entre Open Transit et Level 3. Si on veut voir quelque chose qui est un petit peu différent, on prend Akamai. Donc Akamai, stratégie de caching complètement différente. On a
beaucoup de nœuds on-net. Donc les petits ronds à droite sont sur le réseau Akamai, mais aussi sur le réseau T-Net, Deutsche Telekom, sur un grand nombre de réseaux différents. Et bien qu'on ait fait la mesure depuis Paris, on se retrouve à les taper un peu partout, sur tout un tas d'AS au cours de la journée. Donc on peut voir l'évolution au cours du temps, comment on a changé d'AS au cours de la journée, et quelles ont été les politiques de load balancing et de redirection. Et pour autant, on a un indice de qualité réseau, donc nombre de sauts, perte de paquets et délai, qui est stable dans le temps. On a eu des problèmes de performance le soir, mais qui n'étaient pas dus au réseau. Et une solution qu'on a constatée pour résoudre ces problèmes a été de supprimer les profils élevés. Donc là, si je joue uniquement sur les profils élevés, on voit que les profils élevés ont des temps de chargement qui augmentent largement, et puis à 11 heures, plus de profils élevés délivrés. Donc on se rabat uniquement sur les autres profils, et on a les performances qui reviennent de manière stable à partir de minuit. J'ai terminé. Non. Merci. Merci. Est-ce que certaines personnes ont des questions? Oui. Oui. En fait, j'avais juste une question par rapport à la façon dont vous mesurez les latences en faisant des traces routes. Vous avez mesuré les latences entre le robot et le CDN. Oui. Mais on sait le trajet en fait de retour qui comprend la vidéo ne va pas forcément employer le même chemin qu'à l'aller. Donc en fait, vous ne mesurez pas forcément les problèmes qui pourraient être dus à des congestions sur le chemin retour, où il y a beaucoup plus de données qui circulent, puisque c'est la vidéo, alors que le chemin aller, c'est que les requêtes pour obtenir les paquets. En fait, on va mesurer la latence sur l'ensemble des nœuds, et on va mesurer en même temps la symétrie. Donc effectivement, si je m'arrête à un nœud, j'ai la latence pour aller jusqu'à ce nœud, mais c'est la latence qui prend en sens l'aller et le retour. Et donc si je vais sur le nœud qui est après, donc là dans mon exemple, si je vais jusqu'à level 3, j'ai bien la latence si je fais un trace-route, j'ai la latence pour y aller et pour revenir. Je mesure la latence dans les deux sens. Après, je ne sais pas différencier laquelle est laquelle. C'est pas forcément le même. C'est pas forcément le même. Mais ça prend en compte la latence retour. Donc c'est la latence aller-retour par nœud, effectivement. J'ai pas le détail de un sens et l'autre si je fais la mesure que depuis un point. On peut pas. Enfin, ce qui est assez drôle d'ailleurs, qu'en 2000, quand on a démarré, on avait sorti le premier plugin, le premier test, c'était ça. C'était juste l'IP. On voulait avoir quelque chose pour mesurer la qualité du transport. Et tout le monde nous a dit, mais je m'en fous de l'IP, moi, je veux du web. Ah mince, non, on va faire du web. Non, mais avant le web, moi je crois qu'il y a un truc qui est plus important, on a fait le DNS. Et on a fait plein de trucs comme ça. Et puis maintenant, on y revient à notre affaire. Et ce qu'on avait fait à l'époque, c'était, en gros, on envoyait en mode rafale. On se disait qu'on ne veut pas être intrusif. Donc on ne peut pas être chez je ne sais pas qui, on ne peut pas être chez Akamai, on ne peut pas être chez machin, on ne peut pas être chez Bidule. C'est ce qu'il faudrait faire pour détecter les problèmes. Exactement. Mais alors, il y a IPPM, il y a plein de trucs comme ça qui sont des protocoles bidirectifs et qui effectivement nécessitent 2 sondes. On s'est dit, nous, ça, pas possible. Moi, j'ai un problème, il est 23h50, il y a un direct à 1h du matin, il faut que je ping-point, je troubleshoot le problème. Et quand vous prenez des vrais ingés d'IP, avec le pif, ils arrivent à trouver des trucs, c'est assez étonnant. On s'est dit, on va essayer de travailler comme ça, on va prendre des robots, c'est un peu plus qu'à l'ébol, et on va essayer de détecter les choses qui nous intéressent, mais sans être trop intrusif, en exigeant trop de choses qu'on ne pourrait jamais avoir. Et la première chose qu'on peut exiger, c'est déjà de se comporter comme Madame Michu. Mais une Madame Michu, je vous ai dit, avec ses yeux, mais avec un cerveau d'ingénieur. Donc on va balancer des paquets, TCP, UDP, ICMP, parce que juste des paquets ICMP pour mesurer de la performance dans un réseau, c'est quand même un peu moyen. Je le rappelle, il n'y a aucune application qui marche en ICMP, hein, donc en déduire des stratégies, c'est quand même assez fort. Donc on va envoyer tous ces trucs-là, on va faire varier le port applicatif, parce qu'il n'y a pas que le port 80 dans la vie, il y en a d'autres. Hein. Bon, et on va faire varier la taille des paquets, pour justement bien solliciter, envoyer, en balancer dans la tête au réseau des choses, pour voir comment ils se comportent.
Et comme on n'a pas cette vision exhaustive du chemin retour, on va quand même trouver des subtilités pour détecter un truc qui nous mettrait la puce à l'oreille, c'est la symétrie de routage. Et on a notre ami qui travaille avec nous depuis maintenant presque 20 ans, qui est Paul Roland, qui est notre CTO, qui a trouvé une astuce pour ça, pour mesurer, pour dire « Ah là, il y a une asymétrie de routage ». Et quand on a une asymétrie de routage, on flingue la note du smart, ce qu'on appelle le smart ping. C'est-à-dire que là, sur une note complète, on va vous dire ça vaut entre 0 et 100. Quand il y a une asymétrie de routage, là, on va dire, par exemple, ça vaut 60. Parce que là, ça sent mauvais. Peut-être que ça marchera très bien pour faire du HTTP court. Peut-être que si vous attendez des trucs dans l'autre sens, ou si vous êtes fait de la voix sur IP ou des choses en UDP, peut-être que là, vous allez avoir un fichtre problème. Voyez ? Donc, on n'a pas une vision exhaustive. On ne donne pas des certitudes. On essaye de rester le plus modeste possible parce qu'on est dans un monde où il n'y a que l'humilité qui peut marcher. On donne des présomptions de dysfonctionnement. On ne dit pas c'est Akamai le mauvais. On ne dit pas c'est les Vol3 le mauvais. On ne dit pas c'est Open Transit le mauvais. C'est comme ça. C'est de l'Internet. Mais ce n'est pas parce que c'est de l'Internet que c'est pourri. Tous ceux qui disent ouais on n'y arrivera pas, arrêtez votre délire. Tous ceux qui expliquent derrière ouais la vidéo machin, on n'y arrivera pas avec les technos d'aujourd'hui, il faut en inventer d'autres. Eh, garçon, regarde ce que fait Netflix, hein. Regarde ce que fait iTunes. Je suis désolé, ça marche. Ils ont les infos. Le seul problème, c'est qu'ils ont les infos. Pourquoi ? Parce qu'ils contrôlent le client. Ils contrôlent les serveurs. Ils contrôlent beaucoup de choses. Et ils ont compris ces technos. Et ils ont les données. Pourquoi Apple, derrière, dès qu'on commence à bricoler des trucs dans un iPhone ou dans un i-machin, voire même Android, il nous tape violemment sur les doigts et il nous dit non, ça passe pas l'App Store. Il y a des trucs qu'on peut pas faire, hein. Aller commencer à trifouiller les paquets IP pour aller commencer à regarder les rebuffering, les machins, les bidules, bah là, ça passe plus l'App Store, c'est curieux. Bah non, ils veulent pas. J'avais des slides là-dessus, mais je me suis dit, il faut être un peu plus technique, mais j'avais des beaux slides là-dessus qui disaient qu'on a quand même un ensemble de l'industrie emmené par quelques acteurs, dont on ne citera pas les noms, qui s'organisent quand même pour rendre les autres acteurs de plus en plus aveugles. Alors nous, très immodestement, on voudrait aider à rendre ces acteurs un peu plus voyants, d'être un morceau de leurs yeux. Parce que dans pas longtemps, on verra plus rien. Dans un machin Apple, si on ne fait pas très très attention et si on ne sait pas où regarder, on ne voit plus rien. Et si c'est pour qu'il n'y ait que eux et YouTube capables de délivrer de la vidéo, c'est quand même un peu dommage dans ce monde. Il faut peut-être utiliser les mêmes armes que celles qu'ils utilisent. Et ils utilisent la puissance, et c'est des très très bons broadcasters, ils ont des très très bons ingés, ils savent ce qu'ils font, hein, les Netflix ou autres, mais ils ont des très très bons types de l'IP. Hein. C'est pas un hasard si d'ailleurs vous retrouvez chez Netflix, on voit à peu près à qui je fais allusion, des très bons DCDN, etc. etc. Hein. C'est pas du tout des hasards si on retrouve plein de Français, si on retrouve plein des bons DCDN, si on retrouve des anciens de l'IP, etc. dans toutes ces sociétés. Donc c'est des présomptions qu'on se forge. Et avec ces présomptions, on a assez de finesse d'analyse pour se dire, globalement, je pense que c'est là le problème. Alors après, derrière, on va encore être super modeste, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour vous améliorer le problème. C'est à vous de le trouver. Nous, on n'a pas voulu rentrer dans un principe, notre techno, elle va router dynamiquement un truc en changeant quelque chose. Vous allez choisir la techno pour le faire. Vous prenez de la Akamai Only et vous voyez, c'est une très bonne stratégie parce qu'ils ont plein de nœuds dans tous les sens. Vous en prenez un autre, il n'a qu'un truc. Vous prenez les deux, vous prenez des technos d'aiguillage entre les deux, vous faites tout ce que vous voulez. Tout ce que je sais, c'est que derrière, enfin moi, ce que j'aime bien, c'est savoir. Parce que quand on me met plein de bruit dans la tête, j'aime bien que ça se calme à la mode Christine Bravo avec la grande claque et essayer de comprendre si derrière, mesurer l'entropie que j'ai introduit dans le dispositif. Parce que sinon, je vais faire de la chaleur avec tous ces événements-là, je ne vais pas faire du mouvement. Et pour pouvoir arriver à contrôler tous ces acteurs, la meilleure des choses, c'est d'essayer d'avoir les bons indicateurs. Les bons indicateurs de qualité vraie. Pas pour les emmerder, hein, pas pour dire « Oh là, Akamai, vous n'êtes pas bon là, etc. etc. » mais simplement pour dire « Akamai, il a vachement bien fait son boulot. » Sauf que derrière, par rapport à ce que je paye, si je voulais aller à vachement plus loin, il faudrait peut-être que je paye beaucoup plus. Il y a peut-être une autre stratégie, je vais peut-être prendre... Et on le voit dans plein de pays, il y a des gens qui prennent plusieurs CDN. Puis il y a des gens qui disent, je commence avec des CDN externes, et puis à un moment donné, je réinternalise mes CDN. On travaille beaucoup avec des opérateurs américains, je peux vous dire que ça rigole pas, et ça réinternalise des trucs. Mais ils font vachement gaffe, parce qu'on ne passe pas d'une techno d'Akamai robuste, etc., etc., un truc réinternalisé, sans justement contrôler ce qu'on fait, effectivement.
Et c'est ce qu'on voulait, c'est-à-dire avoir un peu des solutions qui permettent, où le jour où quelqu'un vous faites confiance à un fournisseur, qui arrive en disant bah, ça fait papa-maman, c'est génial, ça va tout résoudre. Ouais, bah ok. Avant, après. Je mesure avant, je mesure après. Et ça vous permet de calculer un ROI. Avant, j'avais tant de pourcents de disponibilité, j'avais tant de pourcents de rebuffering, j'avais tant de pourcents de blockiness, jerkiness, machin, etc. J'avais tant de niveaux de clients, j'avais tant d'utilisateurs et je payais tant. Et je change, bah, il me faut bien un accompagnement de métriques pour arriver à comprendre si je suis sur la bonne voie ou la mauvaise. Rappelez-vous, mon deuxième indicateur, est-ce que demain est meilleur qu'hier ? Et je voudrais savoir si derrière, je suis en train de prendre la bonne solution. Et ça, on l'avait, entre guillemets, senti à l'époque d'Oléane, parce qu'à un moment, j'en avais marre. On était très précurseurs au début, il n'y avait pas grand monde qui fournissait des connexions Internet. Et 3-4 ans après, ils sont tous venus. Et ils disaient tous une seule chose, bah, nous, c'est moins cher et c'est mieux. Et moi, je disais aux commerciaux, ok, bah, dites-leur, prouve-le. Prouve-le. Si c'est moins cher ou c'est mieux, prouve-le. C'était dur pour eux, mais c'était dur pour nous aussi de prouver qu'on était meilleur que les autres. Alors, des fois, les clients, bah, ils passaient chez un autre, et puis après, ils se rendaient compte qu'effectivement, c'était moins bon. Et bah, ça aurait été mieux d'avoir les bonnes mesures avant. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Alors, merci Jean-Michel et Johan.